Amis auditrices, amis auditeurs, cet épisode vous est présenté par le collectif de l'imaginaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes de podcast. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour amis auditeurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format avec Adrien. Bonjour Adrien. Salut Calan, bonjour à tous les auditeurs. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Première collaboration? Oui, première collaboration ensemble, je suis très content qu'on inaugure un petit peu ce nouveau format où on va parler littérature. Et aujourd'hui on va parler d'un type de littérature qui nous tient à cœur tous les Oui. deux. On va parler de littérature fantastique. Mm. Et dans ce format, bon, l'idée c'est que là c'est la première édition qu'on va faire, mais l'idée c'est si on arrive à en faire derrière, de pouvoir à la fois mélanger des recos, parler un petit peu de notre rapport à la littérature fantastique, quelques anecdotes, et puis parfois aussi, si on y arrive, parler un petit peu de l'histoire dans l'histoire, pour aborder ce sujet de la littérature d'une manière assez large et ludique. Et pour ce première édition, on s'est dit avec Adrien qu'on allait vous faire un certain nombre de recos sur des œuvres qui nous ont touchés, qui nous ont marqués et qu'on souhaite pouvoir partager avec vous. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Adrien, je te laisse commencer. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Alors moi j'ai plusieurs nouvelles, plusieurs auteurs à vous présenter. Alors sans faire l'historique de la littérature fantastique, mais on sait qu'elle naît principalement, on va dire, au XVIIIe siècle, avec ensuite toute la littérature gothique britannique. Ensuite il y a les Allemands aussi, avec une littérature fantastique importante, et puis les Français avec le XIXe siècle, qui est un peu le siècle d'or de la littérature fantastique, qui ensuite se prolongera avec les Américains dans tout le XXe siècle, etc. Mais le siècle d'or, Mhm. l'âge d'or de la littérature fantastique, c'est le XIXe siècle, parce que c'est un siècle où on commence à faire de plus en plus de découvertes de la médecine, découvertes dans le cerveau, aussi une réalité sociale qui est de plus en plus bouleversante, plein de bouleversements, etc., qui entraîne des angoisses, qui entraîne des connaissances sur les maladies psychiatriques et qui entraîne un siècle où, paradoxalement, de plus en plus de folie. Et en fait, beaucoup d'auteurs vont s'en emparer, soit pour la mettre en scène, Mhm. soit pour en jouer, soit pour... Et voir des auteurs également pour mettre en scène leur propre folie. Je vais pas le faire dans l'ordre chronologique, parce que c'est pas trop l'idée, mais j'avais envie de prendre l'exemple le plus caractéristique, peut-être, de cette littérature fantastique. En France, en tout cas, c'est Maupassant. Maupassant avec le Horla à la fin du 19e siècle. Euh, Ah oui, oui. Maupassant qui met en scène donc un narrateur. Enfin, il y a eu plusieurs versions du Horla. Moi, je vais parler de la dernière version où il met en scène un journal intime. Il est convaincu d'être suivi, d'être persécuté par un monstre qui est à la fois invisible, mais qui à la fois qui peut déplacer des objets. Donc on ne sait pas trop, pendant toute la nouvelle, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que cette créature. Est-ce qu'elle est invisible? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'il faut y croire ou pas? Ou est-ce que c'est le narrateur qui devient complètement fou? On sait d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parlais, que Maupassant lui-même avait des troubles psychiatriques. D'ailleurs, il va mourir de la syphilis, je crois, 5 ans après avoir publié le Horla. Enfin, lui-même était fou et lui-même, en fait, a connu ce que le narrateur connaît et écrit dans le livre. Donc, c'est encore Mm. plus parlant, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le 19e siècle. Et alors, il décrit ce Horla comme une sorte de vampire. Donc, on imagine aussi voilà, toutes les influences qu'a pu avoir cette nouvelle sur la littérature fantastique du XXe siècle, qui serait venue du Brésil par bateau. On ne sait pas trop. Donc, en fait, il y a plein de petits éléments dans la nouvelle qui pourraient nous faire croire à une réalité, à ce que c'est vrai. Mais finalement, plus la nouvelle avance, et plus on se dit qu'en fait, non, il est juste complètement fou, il a des troubles du sommeil, il est paranoïaque, il a des hallucinations. Il cherche plein de moyens de combattre ce rôle-là, de s'en débarrasser. Il n'y arrive pas. Il va même finir par brûler sa maison et laisser mourir tous les domestiques à l'intérieur de sa maison. Et à la fin, il a des envies suicidaires.
Il a des envies suicidaires et ça finit comme ça, brutalement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer après, mais voilà, on sait que il devient complètement fou avec ce hors-là. Encore une fois, comme je le dis, c'est toujours ce jeu entre le réel et l'imaginaire. Et c'est ce qui distingue le Mhm. fantastique du merveilleux ou de la fantaisie, c'est que le fantastique, on est bien dans un cadre réel, et l'élément irrationnel vient surprendre les personnages du récit. Alors que dans le merveilleux, les Mhm. éléments irrationnels sont la base du récit. Donc en fait, ils viennent pas surprendre le réel. Et là, on est là-dedans en plein. Et en plus, il y a aussi une chose, après je te laisse la parole, je suis un peu long sur celui-là, mais voilà, c'est pour moi, c'est une nouvelle fantastique dans tous les sens du terme. Il y a aussi un élément, c'est que le 19e siècle, c'est les débuts de l'hypnose. En tout cas, le début de la connaissance de Oui, l'hypnose, qui est oui, oui, très oui, très oui. important. Il parle de Mesmer, qui a une influence fondamentale au 19e siècle, Maupassant, et on sait que Mhm. lui-même aurait assisté à des séances d'hypnose, avec notamment, voilà, dans cette nouvelle, il y a cette histoire truculente de sa cousine qui demande à son cousin d'aller lui chercher 15 000 francs, je ne sais plus exactement combien. Il va tout faire, il va se rendre malade, etc. Et le lendemain, Mesmer va aller convaincre la cousine que non, elle a plus besoin de ces 15 000 francs. Et enfin, bref, on a une séance d'hypnose dans la nouvelle, et donc les débuts de l'hypnose aussi dans le 19e siècle accroissent, on va dire, les angoisses et accroissent l'élément fantastique. Donc voilà pour le hors-là, je voulais commencer par ça, parce que d'un côté, c'est peut-être la nouvelle la plus caractéristique en France, et en plus, elle permet d'embrasser pas mal de thématiques qu'on va voir dans toute la littérature fantastique. Bah, oui, oui, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette notion que le 19e siècle, et puis la fin du 19e siècle, ça a été une période de découverte scientifique extrêmement importante, qui ont réussi malgré tout à se diffuser au sein de la population et qui ont quelque part remis en question un certain nombre de croyances, un certain nombre d'acquis. On peut par exemple parler des théories de Darwin Oui. qui ont été popularisées au tournant de la fin du 19e siècle et qui sont venus remettre en question tout le système de croyances qui était jusqu'à présent, du moins dans les sociétés occidentales. Le fondement même, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, une image fixe, une image immuable, et Darwin vient nous dire que bah non, en fait, probablement c'est pas ça. Et donc c'est une période de questionnement où on est à la fois en sortie de la tradition, mais où on reste face à des questionnements nouveaux qui nous mettent face à l'ampleur à l'ampleur de la nature, à l'ampleur de la science, à l'ampleur de l'univers, et qui viennent interroger énormément nos certitudes. Et puis comme tu l'as très bien dit aussi, c'est aussi la fin du 19e siècle, c'est la période des débuts de la psychanalyse avec Freud. C'est que tout ce que l'on considérait comme auparavant étant des visions, des présages, on commence à se dire, bah, en fait, non, il y a un certain nombre de constructions mentales, de schémas mentaux qui sont présents en nous, liés à notre éducation, à nos croyances, voire à certaines prédispositions à la maladie, qui peuvent expliquer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est une thématique, enfin, ce sont des terreaux qui sont extrêmement nouveaux, qui soulèvent encore plus de questions que celles Hmm. auxquelles ils répondent. Et du coup, ça crée un terreau fantastique, effectivement, bah, fantastique pour le fantastique. C'est bien le terme. Je crois que tu avais préparé d'autres recos, ou est-ce que tu veux que je parle Edgar Allan Poe, évidemment, de la mienne? qui a écrit des histoires extraordinaires, d'ailleurs traduites par Charles Baudelaire, donc ça vaut quand même son pesant d'or en France. Enfin, voilà. Et donc pour aller rapidement, moi il y en a une qui m'a marqué particulièrement, c'est Morella. Je sais pas si tu la connais. J'ai dû la lire, mais non, je t'en prie, vas-y. Ouais. Non, elle est vraiment géniale. En fait, le narrateur, il épouse une femme qui ne passe son temps à lire de la philosophie allemande. Elle ne fait que lire, que lire, que lire. Et en fait, elle tombe enceinte et le jour de la naissance, elle décède. Donc elle décède en donnant vie à leur fille. Et en fait, plus il va l'éduquer, plus elle va ressembler à sa mère. Et il va finir du coup par lui donner le prénom de sa mère. Et en fait, elle devient carrément sa mère. D'accord. Et à la fin, évidemment, ceux qui veulent peut-être pas se faire spoiler, n'écoutez pas les 15 prochaines secondes, mais à la fin, il va réouvrir le cercueil de sa mère, le corps n'y est plus. Ah,
Voilà, donc là, le rationnel n'existe plus, on ne sait pas où est-ce qu'on est, et c'est incroyable. Enfin, voilà. Donc toutes les histoires extraordinaires de Poe sont comme ça, en fait. On sait, c'est fou, une histoire d'une lettre, des corps, un enquêteur aussi célèbre, enfin, bref. Et celle-là, moi, elle m'avait, je me souviens, plus que marqué lorsque je l'avais lu. Je pense aussi au Journal d'un fou de Gogol, qui est un peu le maître de la littérature fantastique russe. Gogol, Journal d'un fou, c'est un homme qui, au début, il écrit son journal de manière complètement rationnelle. Il est amoureux, je crois, de la fille de son patron, il est dans l'administration, il fait pas grand-chose, etc. Mhm. Puis, d'un coup, il assiste et il lit la correspondance d'un chien et d'une chienne. Voilà. Un chien crée à sa chienne, à une autre chienne. Puis il va y avoir d'autres éléments qui vont devenir fous. Il va parler du 45 avril 2043. Il va inventer des dates. Il va voir que le royaume d'Espagne n'a plus de roi. Et en fait, il va s'auto-convaincre qu'en fait, c'est lui le roi d'Espagne. Que si le royaume d'Espagne a encore un roi, c'est lui. Et donc, il va se rendre en Espagne pour dire c'est moi votre roi. Ils vont l'accueillir, évidemment, pas dans d'excellentes conditions. Donc, ils vont le torturer, ils vont le battre, etc. Oui, on Et lui, imagine. il va considérer ça extraordinaire. Il va dire mais enfin, l'Espagne est un pays formidable. Ils m'accueillent avec leurs anciennes traditions. Pour le nouveau roi, il est ainsi roué de coups de bâton et tout. Quel beau pays que l'Espagne qui respecte encore ses anciennes coutumes pour les nouveaux rois. Enfin, il est complètement fou et à la fin, il est en train de souffrir de plus en plus. Il dit ça fait mal quand même, ça fait mal ce qu'ils me font. Donc on s'imagine que ça va terminer très très mal pour lui. Et enfin voilà, donc on est vraiment dans son esprit et on est vraiment, encore une fois, dans cette folie qui est mise en scène entre le réel et l'irrationnel. Et encore une fois, dans toutes les nouvelles, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on bascule du réel à l'irrationnel, mais pas en un coup en fait. C'est petit à petit que tu te rends compte que non, là on n'est plus du tout dans du rationnel. Et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans cette littérature du fantastique, c'est que la frontière elle n'est pas du tout claire. Et on retrouve ça chez un auteur qu'on aime tous les deux et dont on va pas parler aujourd'hui, mais dont on vous parlera je pense une autre fois dans une autre émission, chez Lovecraft, on retrouve ça également parfaitement. Cette frontière qui est Et très floue en fait, ça vient du passage progressivement. de quelque chose qui est plutôt crédible à un truc où on se dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est eux qui l'imaginent? Est-ce que c'est et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans la littérature fantastique. On a aussi ça dans La Cafetière, célèbre nouvelle À la folie. fantastique de À la Théophile folie, oui. Gautier, où un homme passe une nuit dans un château, je crois, je sais plus où est-ce qu'il est, en Normandie. Voilà, il est en Normandie avec des amis italiens. Et, il fait froid, il pleut, etc. Et puis il semble voir les objets qui bougent dans la chambre, les personnages du tableau qui prennent vie, qui dansent. Il danse avec une jeune femme avec qui il va danser toute la nuit, puis finalement le lendemain, il va se rendre compte que tout était faux, il tombe dans les pommes, il la dessine le lendemain, puis en fait la famille chez qui il est lui dit mais en fait c'est le visage de notre sœur qui est morte il y a 2 ans Ah, après avoir dansé lors d'un d'accord. bal. Et en fait voilà, donc c'est ça aussi qui est incroyable, c'est qu'en fait on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Ah, cette nouvelle pour que ça se finisse? autant ce thème peut paraître entre guillemets un peu classique, l'aspect revenant que l'on croise sans savoir que c'est un revenant, mais encore On est en fallait-il 1831, hein. On est vraiment voilà, dans... C'est encore ça. fallait-il l'imaginer à l'époque et le Mm, populariser. mm. Enfin, ça part quand même d'extrêmement loin, quoi. C'est vachement impressionnant. Oui, oui, non, mais c'est impressionnant. Après, il y a une toute dernière nouvelle qui s'appelle La vengeance d'une femme de Barbé d'Aurevilly dans son recueil de nouvelles Les Diaboliques. Les Diaboliques, c'est pas vraiment de la littérature fantastique, mais je voulais quand même le sélectionner parce qu'on est typiquement quand même dans les mêmes thématiques que la littérature fantastique. Et en fait, la vengeance d'une femme et toute la série des Diaboliques, tous ces recueils de nouvelles de Barbé d'Aurevilly, on a des personnages féminins qui sont tellement incroyables et tellement parfois qui vont très loin dans leurs sentiments qu'on a du mal à percevoir, qu'on a l'impression qu'on est quand même dans du fantastique. En tout cas, on retrouve les thématiques de la littérature fantastique. Et la vengeance d'une femme, c'est une femme qui est mariée à un noble, un aristocrate espagnol, et elle tombe amoureuse du cousin de cet aristocrate. Elle lui dit de l'éloigner de la cour, lui il rigole, il va dire il n'oserait jamais faire ça, sauf que si, ils osent, ils ont une relation, jamais consommée, mais il ose. Il les surprend, il fait tuer le cousin devant elle, il la condamne à vivre, et il fait manger, croche-toi bien, il fait manger le cœur du cousin par ses chiens. Elle, Oui.
elle se bat avec les chiens parce qu'elle veut le manger elle-même, le cœur. Elle veut pas laisser les chiens manger le cœur. Elle n'y arrive pas. Il la laisse pas manger le cœur de son amant. Tu vois, là, on est presque dans du fantastique. Ouais, ouais, ouais. En fait, pour se venger de ça, c'est même pas pour se venger de l'avoir tué, c'est pour se venger de ne pas lui avoir laissé manger le cœur de son amant. Elle va aller à Paris et elle va devenir prostituée. Elle va devenir prostituée, fille de joie, et à tout le monde, elle va dire qu'elle est la duchesse de Sierra Leone, ou je sais plus exactement comment il s'appelait, pour l'humilier, pour lui faire perdre ce à quoi il tient le plus, sa dignité, son honneur. Et en fait, on a le narrateur Dandy au début qui la suit, cette prostituée, parce qu'il croit la reconnaître, mais effectivement, il l'a reconnue parce qu'il l'avait déjà croisée dans une soirée mondaine. Et bon, la fin est évidente, comme beaucoup de prostituées, elle mourra d'une maladie attrapée dans le cadre de sa profession. Mais voilà, là on a un personnage qui est complètement fanatique et qui va jusqu'au bout. On pourrait presque croire que c'est de la littérature fantastique, tellement quand on le lit, on ressent une véritable angoisse face à ce personnage qui est impressionnant et qui est très Mm. charismatique. Voilà, donc j'en ai terminé avec un petit tour d'horizon de De quelques quelques. nouvelles, plusieurs Ouais, pays, j'ai pas que la France, mais on a eu de la Russie, de l'Angleterre. J'aurais pu aussi citer le cas de Dino Buzzati, mais qui est pas dans les mêmes thématiques. Donc, qui est plutôt dans l'écoulement du temps, etc. Donc, c'est pas vraiment les mêmes thématiques, on n'est pas dans le même siècle. Donc, c'est pour ça que je l'écarte. Mais le cas, évidemment, autre nouvelle fantastique très Ce, ce, célèbre ce, de la ce, littérature. ce dernier auteur, quelle période, tu disais? L'écoulement du... Dino qui est Buzzati, plus, qui est plus sur pour l'écoulement moi, du il est temps? plus deuxième partie du XXe siècle, je crois, hein, Dino Buzzati. Ah oui, oui, nettement après, d'accord. Ok. Oui, 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 bien après. Et en fait, le cas, c'est un monstre marin, et il a l'impression qu'il est là pour le tuer. Et en fait, il va essayer de lui échapper toute sa vie. Et en fait, à la fin de sa vie, il va quand même essayer d'aller l'attaquer, ce monstre qui suit tout le monde et qui fait peur tous les marins. Et en fait, le cas est aussi fatigué que lui, il en peut plus. Et il lui dit non, en fait, j'avais une perle à t'offrir qui t'aurait offert le bonheur, la richesse et la célébrité. Donc toute ta vie, tu m'as échappé pour ça. Donc voilà, c'est une sorte de métaphore du temps, de la vieillesse à laquelle on essaie d'échapper. Voilà, c'est une métaphore du temps. Donc on n'est pas dans les mêmes thématiques, mais ça reste Mm. de la littérature fantastique et tout le recueil de nouvelles du cas de Buzzati est dans cet ordre-là. D'accord. Bah, je te propose, on le mettra en plus des autres Ouais, recos dans la description de l'épisode pour que nos auditeurs, nos auditrices puissent retrouver ça les marche. Oui, références on mettra tout et ça, ouais. découvrir ces œuvres qui m'ont l'air, ma foi, passionnantes, que Oui, à chaque je fois j'ai dit connaissais qu'une pas. nouvelle. Ouais, à Ouais. chaque fois j'ai dit qu'une nouvelle, mais toutes les autres, franchement, sont à lire, hein. Donc allez-y, foncez. Maupassant, il en a fait plein. Edgar Allan Poe aussi. Théophile Gautier, il y en a plein. Enfin voilà, chaque fois je donne un exemple, mais j'espère que ça vous a donné envie, à vous, et peut-être à toi aussi, Canan, d'aller lire ou Oui, oui, bah relire. oui. Ouais, Bah oui. bon, Bah, je te laisse enchaîner. Edgar Poe, Oui. j'avais eu l'occasion, mais pas, la nouvelle en question là, je ne m'en souviens plus, mais je dois l'avoir là à portée de main, je vais y jeter un œil. Hmm. Et pour les autres, Gogol, je connaissais de nom, ça fait pas partie des auteurs russes que j'ai eu l'occasion de lire. Moi, j'ai plutôt lu Dostoïevski, Hmm. L'idiot, le joueur. Mais Gogol, j'ai pas eu l'occasion, mais ce sera avec plaisir. Hmm. Je te laisse Euh, enchaîner. ouais, 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 bah, merci beaucoup. Alors moi de mon côté, je vais faire un tir un peu plus groupé parce que je vais vous parler d'un auteur en particulier. En fait, un auteur. Je vais vous parler d'un homme libre, un homme qui a parcouru les océans de ce monde avant de parcourir ceux de l'imaginaire. Je vais vous parler de William Hope Hodgson. William Hope Hodgson, c'est un écrivain anglais né en 1877, fils d'un pasteur anglican et qui est principalement connu pour son œuvre fantastique qu'il a écrite entre le début des années 1900 et le début de la Première Guerre mondiale, car étant anglais, il est mort sur le front belge en avril 1918. Pourquoi Hodgson? Parce que moi, la figure de cet écrivain m'intéresse au premier plan. C'est pas un homme du sérail, c'est pas un homme de lettres. Moi, j'aime bien les figures un petit peu spéciales, un petit peu particulières, en dehors des sentiers battus. Et Hodgson correspond à cette catégorie-là. Pour comprendre son œuvre à Hodgson, il faut voir un petit peu l'histoire, enfin, quelle a été son histoire,
Comme je l'ai dit, hein, il est né dans le dernier quart du 19e siècle, à cette période dont on parlait tout à l'heure, lorsque la théorie de l'évolution de Darwin commençait à faire son effet et où les préceptes religieux précédemment immuables perdaient de leur superbe. Hodgson, c'est un fils de pasteur anglican. Et en fait, lui étant un enfant de son époque, un enfant de sa génération, il a très très rapidement vécu une forme de conflit intérieur entre son époque, la démocratisation des savoirs auxquels il avait accès, des savoirs scientifiques de vulgarisation, et les préceptes que son père essayait de lui inculquer et de manière autoritaire. Parce que, voilà, je ne veux pas tomber dans la caricature de la figure du pasteur anglican, mais c'est avéré, c'est documenté que le père Hodgson était quelqu'un d'assez austère, d'assez autoritaire. Et très tôt, le jeune William, il a démontré qu'il avait un esprit revêche et qu'il s'est très rapidement dressé en rébellion vis-à-vis de son milieu familial et avec de très très fortes engueulades avec son père, avec ses frères et sœurs. Tout ça, ce qui en fait n'a fait que nourrir l'envie, la soif de William, de son envie de découvrir le monde. Et en fait, c'est allé à un tel point que, à l'âge de 13 ans, son père, le père de Hodgson, en ayant marre de l'attitude rebelle de son fils, l'envoie en pensionnat. Sauf que William, il va pas se laisser faire. À 13 ans, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'échappe de son pensionnat et il s'engage clandestinement dans la marine commerciale anglaise. Bon, ça va pas durer très longtemps parce que assez rapidement on va le choper, on va le renvoyer chez lui, mais il va continuer à vouloir s'engager dans la marine pour pouvoir échapper à l'emprise familiale. Et c'est ce qu'il va réussir à faire à l'âge de 15 ans, où là, de manière presque professionnelle, il va s'embarquer sur un navire au long cours et à partir de là, pour les 7, 8 années à venir, la mer, les océans, la mer va devenir sa maîtresse. Et ce sera une maîtresse bien cruelle pour Hodgson, parce que, à bord des embarcations qu'il a fréquentées, le jeune William, avec son physique malingre et chétif, il est victime de la brutalité des matelots qui côtoient les dortoirs dans les navires. Il est l'objet de brimades, de violences, et il vit en fait un enfer personnel, et tout ça en fait dans un cadre très strict et souvent injuste de la vie en mer, dans lequel en fait il peut pas non plus s'échapper et où les auteurs des brimades dont il est victime sont pas non plus sanctionnés. Mais cette vie, malgré tout, elle ne dégoûte pas immédiatement Hodgson de son envie de vivre sur les mers et surtout de vivre son époque. Pendant ces longues années en tant que marin, il se découvre des intérêts profonds pour des activités qui peuvent surprendre un petit peu pour un marin et pour un futur auteur. Mais on parle notamment d'un intérêt profond pour le culturisme, le bodybuilding, tu vois, le fait de soulever de la fonte et de développer son corps, qui était une activité qui débutait en fait à cette période début de 19e siècle. Mais lui, dans son cas de figure, c'était pas du tout à une fin esthétique. C'était vraiment pour être plus fort, pour être plus musclé, pour pouvoir repousser les brimades des matelots avec lesquels il vivait. Mais il a aussi développé un fort goût pour la photographie. Ce qu'il a fait pendant ses longues années de périple en mer, parce que lorsqu'il quitte la marine marchande, il a 22 ans, on est en 1899, il a déjà fait 3 fois le tour du monde. Et il revient en fait avec un important corpus de photographies qu'il a prises sur les conditions de vie des marins et puis sur les merveilles et les horreurs dont il a pu être témoin. Bon, pardon, je suis un peu long, mais en clair, bon, Non, non, c'est passionnant, je t'écoute. il quitte la marine à l'âge de 22 ans, comme je disais, après 3 tours du monde. Mais en fait, il est parti parce que au bout d'un moment, il en pouvait plus. Il en pouvait plus. La vie à bord était trop cruelle. Et il a toujours conservé, à partir de ce moment-là, une aversion profonde pour le milieu hostile qui est le monde maritime. Il fait quelques conférences en exposant ses photos pour présenter les dangers de la mer. Il essaye d'ouvrir une salle de développement physique, bon, une salle de sport, comme on appellerait ça aujourd'hui, ce qui lui permet de vivoter pendant 2 3 ans. Mais bon, rapidement, il doit fermer et il doit bien
mettre quelque chose sur le feu pour manger. Et c'est à ce moment-là que de manière un peu inattendue, il décide de se faire auteur. Il décide de se mettre à écrire des nouvelles, principalement. On ne lui connaît qu'un seul roman. Mais il a beau essayer de se faire une place professionnelle, n'ayant pas fait d'études littéraires, il ne peut pas non plus avoir de prétention à la gloire et à la reconnaissance immédiatement. Et en fait, il évolue dans une partie du monde littéraire qu'on pourrait dire entre guillemets réservée au peuple. Tu vois, entre les fascicules bas de gamme, qui sont un peu les précurseurs de la littérature de gare, et la presse à sensation, qui faisait ses choux gras sur les découvertes scientifiques de l'époque. On est aussi, Mhm. tu parlais tout à l'heure de l'hypnose et de Mesmer, mais Oui. faut se rappeler que à ce moment-là, on est dans une période où la mode du spirit n'est pas très loin, et la capacité à pouvoir communiquer avec des entités mystérieuses, voire surnaturelles, elle a été popularisée, et c'est quelque chose de familier pour le Qu'est-ce peuple que tu appelles anglais, et la même, mode du spirit? bah, tu sais, c'est tout ce qu'on a appelé ces séances de spirit, où on fait tourner la table, où on essaye de Ah faire d'accord, ok. D'accord, dedans, ok. qui était très très populaire Mhm. à la fin du 19e siècle, Oui, et bien qui sûr. Oui, oui. sont petit à petit arrivés en Europe, et Mm. qui ont même dans une certaine mesure été les ferments du surréalisme. Parce que c'était Mm. André Breton qui, je crois, qui, Oui, qui oui, oui. racontait que quand il était enfant, il avait assisté à certaines de ces séances dans un cadre, c'était presque un spectacle, c'était presque un show. Mais tu vois, cette mode-là, elle est pas très loin, et la question de la proximité entre notre monde réel et l'espace surnaturel, on voit que la frontière est plus vraiment aussi imperméable qu'auparavant. Et c'est quelque chose qui va vraiment alimenter Hodgson dans la rédaction de ses écrits. Et comme je disais, c'est vraiment au début du XXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale que Hodgson va rédiger l'essentiel de son œuvre. Et schématiquement, son œuvre portera entre des considérations sur le sens et la portée des rêves dans un monde qui se détache de plus en plus du cadre d'interprétation religieuse stricte qu'on avait avant, et dans lequel on va aussi retrouver des formes de témoignages des traumas que lui-même a pu vivre durant sa vie de marin au long cours. Il a relativement peu écrit, parce qu'il est mort 77, il est mort à l'âge de 45 ans, Hodgson. Donc et vu qu'il a commencé à écrire quand il avait environ 25 ans, tu vois, il a une période d'écriture qui est relativement congrue. Mais ses principales œuvres, on peut les citer. Il y a La Maison au bord du monde, Le Pays de la nuit, Les Pirates fantômes, Les canaux de Glegg Carmark. Je vais y arriver. Et on lui doit aussi quelque chose d'un peu surprenant, c'est la création du personnage de Carnacki. Est-ce que tu connais Ah Carnacki? non, pas du tout. Non, non. Carnacki, Dis-moi. c'est un détective de l'occulte. En clair, c'est un Sherlock Holmes, mais qui enquête sur des phénomènes surnaturels en s'aidant de la technologie du début du XXe siècle. C'est un Ghostbuster, mais début XXe siècle, dans Ouais, l'Angleterre de je l'époque. connaissais pas du tout. C'est Et intéressant ça. c'est assez, enfin, c'est le côté le plus populaire peut-être de son D'accord, œuvre, ok. et c'est assez sympathique. Et moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et pour vous le faire découvrir, je voudrais vous parler de trois de ses œuvres qui, moi, m'ont marqué. Et si jamais vous avez l'envie, le souhait de découvrir Hodgson, moi, ce serait ma reco, ce serait de commencer par ces trois ouvrages. Je vais vous parler du Pays de la nuit, des Pirates fantômes et de la Maison au bord du monde. Le Pays de la nuit, il est sorti, je crois qu'il est sorti en 1919, donc après la mort de Hodgson, mais les biographes considèrent qu'il a dû être écrit au tout début de sa carrière d'auteur. Le Pays de la nuit, c'est le seul roman qu'on connaisse de Hodgson. Cette œuvre, en fait, elle nous narre la quête d'un chevalier plongé dans les entrailles d'une terre du futur. Lorsque le soleil a fini par s'éteindre, en fait, la terre connaîtra un âge de ténèbres, et où seule une poignée de miraculés arrivera à survivre à la grande extinction de la vie en se réfugiant au fond d'une immense faille
au sein de la croûte terrestre. Aux côtés de la Ah oui. chaleur du cœur de la Terre mourante, en fait, les derniers rescapés de l'humanité s'entassent dans une gigantesque pyramide de métal et ils attendent leur fin inéluctable avec résolution, sachant que leur pyramide est entourée de légions de monstres issus du noir, issus du froid, issus du cosmos. Mais le héros, le protagoniste, reçoit un jour un message d'un autre bastion de survie où vit la réincarnation de son grand amour. Son grand amour, on parle de logique de réincarnation et de deux personnes, de deux âmes qui doivent se retrouver, peu importe la période dans laquelle elles s'incarnent. Mais du coup, dans cette époque futuriste et vraiment désolée, le protagoniste, le chevalier, décide de partir à la rescousse de sa bien-aimée, recouvert d'une armure et seulement armé d'une espèce d'épée en forme de scie circulaire. Et il va devoir traverser le pays de la nuit pour aller retrouver sa bien-aimée. Et évidemment, il va rencontrer énormément d'ennemis sur le chemin, des démons, des hommes gibbeux, couleur de cendre, des abominations jaunes, etc. C'est un livre qui a un style assez archaïque, mais c'est volontaire. Où en fait, où Hodgson nous propose une forme de passerelle entre des thèmes classiques de littérature presque romantique, avec le chevalier à la rescousse de son éternel amour, et une passerelle vers une vision d'horreur cosmique qui est dans la prolongation en fait de ce que les perspectives que la science de l'époque offrait à un esprit rêveur. L'immensité cosmique, les horreurs insondables qui se cachent dans les ténèbres, et l'annonce d'une fin de l'humanité qui n'est pas celle des évangiles, mais une fin basée sur une vision scientifique, la disparition du Soleil et ses conséquences sur la vie terrestre. Et c'est assez audacieux pour l'époque pour être souligné. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Les Fantômes Pirates, dans lequel vous allez suivre en fait le récit d'un marin rescapé d'une expédition aux confins de notre existence terrestre et maritime. Tu le sais très bien, enfin autant que moi, hein, Adrien, parce que tu parlais tout à l'heure de bateaux qui arrivaient du Brésil et qui amenaient avec eux, qu'est-ce qu'on sait comme bizarrerie pour l'époque. Mhm. Les récits horrifiques de la mer, ils sont aussi vieux que les marins eux-mêmes, que ce soit du Hollandais volant, ou alors sur une logique plus proche de Hodgson, les aventures de Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, ça a toujours existé. Mais ici, avec Hodgson, de mon point de vue, on arrive à un autre niveau, car lui-même ayant passé presque 8 ans sur les mers et ayant gravi tous les échelons jusqu'à devenir officier, Hodgson met au service du lecteur sa connaissance de la marine marchande pour nous offrir un récit étrange autour de l'approche du bord du monde. Euh, Il n'y a pas de preuve que Hodgson ait lu Edgar Poe à l'époque, les aventures de Arthur Gordon Pym, mais il y a une logique, une thématique nautique qui devait être populaire à l'époque pour que Hodgson en fasse un ouvrage à part entière. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle va plus loin que ce qui a pu être fait précédemment, car quand Poe nous emmène au-delà du confin du monde avec l'hyperborée, au-delà de l'Antarctique, Hodgson, lui, nous amène, de mon point de vue, aux limites de notre âme, avec, au sein de cette communauté maritime, au sein de ce bateau, des surgissements surnaturels qui emportent les camarades du narrateur les uns après les autres au fur et à mesure du récit. Pour donner une idée, pour nos auditeurs qui connaissent la série The Terror, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la Non, voir. non. Non. Je te conseille, si tu aimes bien les récits maritimes, je te conseille, mais tu vois, on est dans ce genre de délire. C'est un huis clos, c'est la vie dure des marins sur un bateau qui va on ne sait où, et, euh, au fond du compte, un mystère, des disparitions, de la violence, du fantastique, du danger en permanence qui ponctue les récits avec une forme de parallèle, si tu veux, entre le monde tel qu'on le voit depuis le pont du navire, avec les officiers qui doivent garder le cap, qui doivent maintenir les croyances des marins et encadrer toute la discipline, et l'autre monde qui est celui, ce qui se passe dès qu'on monte le long des mâts, dès qu'on arrive dans les voiles, dans les huniers, où là, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer
au détour d'un mât, au détour d'une voile, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Donc une œuvre assez immersive maritime et vraiment et aussi ponctuée d'expressions maritimes à foison. Donc c'est toujours intéressant. Et enfin, Mhm. je voulais vous parler du dernier livre qui est mon préféré d'un point de vue personnel et qui est probablement l'œuvre principale de Hodgson, c'est La maison au bord du monde. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de cet auteur. Imagine un peu, Adrien, une maison au milieu de la lande irlandaise, un manoir en proie au vent et à la pluie. Dans cette habitation, une seule âme vous conte une vie remplie de démons au faciès porcin, d'assemblées de démons réunis sous une lune rouge sang, et nous narrer aussi la bascule d'un être à travers le temps et l'espace, jusqu'à ne plus apercevoir du soleil qu'une ligne blafarde, tant l'étoile circule rapidement à travers le ciel, jusqu'à voir la chute des derniers vestiges de l'humanité, jusqu'à voir le soleil être réduit à la taille d'une pomme verte. C'est ce genre de délire cosmique en fait que vous offre cette œuvre bien avant ce que Lovecraft a pu écrire, parce que La maison au bord du monde est datée aux alentours de 1909. Mais quoi qu'il en soit, c'est une œuvre qui est en fait une projection angoissée et prenante de l'insignifiance de la vie humaine à travers l'univers. Un récit vraiment assez hallucinant et précurseur que je vais avoir du mal à vous décrire plus en détail que ce que je viens de faire, mais qui est vraiment prenant. Ça se lit assez vite parce que c'est un format de nouvelle, mais c'est vraiment assez... enfin, on plonge dedans. Et cet ouvrage, il a été il a été relevé au fur et à mesure des années comme un apport majeur et une petite révolution du genre par un certain nombre d'auteurs plus proches de nous. Lovecraft l'avait lu et avait été vraiment subjugué par le style de Hodgson dans La maison au bord du monde. Alan Moore, qu'on connaît alors plus pour des romans graphiques comme Watchmen, V pour Vendetta par exemple, mais est énormément fan de cet ouvrage. Un illustrateur, Richard Corben, un artiste majeur de la bande dessinée, en avait aussi fait une adaptation en roman graphique au début des années 2000, dans lequel en fait on retrouve l'essentiel de l'histoire, même si le comics s'écarte un petit peu de la conclusion. Donc après, c'est à voir. Mais voilà, moi je voulais vous parler de William Hope Hodgson parce que c'est vraiment un auteur prenant qui est resté méconnu pendant très longtemps, car il n'a jamais en fait rencontré le succès littéraire qu'il espérait. Et il a vraiment fallu que ce soit ce que j'appelle la bande de Lovecraft, donc en clair c'est ses amis et exécuteurs testamentaires. Il a vraiment fallu que ce soit eux qui le fassent revivre une trentaine d'années après la mort de Hodgson pour qu'il commence à rencontrer la reconnaissance qui lui était due. Parce que voilà, Hodgson est mort en avril 1918 sur le front belge. Il était officier de la marine, donc dans l'absolu, il aurait pu s'enrôler dans la marine anglaise et éviter les lignes de front terrestres, mais il avait une telle aversion du milieu maritime qu'il a volontairement choisi d'intégrer l'artillerie plutôt que la marine. Donc bon, il a été au contact terrestre de la guerre pendant des années. Et la petite anecdote, c'est il est mort en avril 1918 à une période où, en fait, où il aurait pu éviter de mourir car il avait refusé de prendre sa dernière permission. Hmm. Il y a un des biographes de Hodgson qui soulignait que ouais, cette volonté de s'enrôler dans l'artillerie, aller au combat, refuser ses dernières permissions, montre qu'on avait quand même plutôt affaire à un auteur qui était quand même habité d'une forme de pulsion assez morbide qui peut expliquer ses derniers choix en temps de guerre. Bon Bah, bref, de quoi toute qu'il en façon, soit, ce que tu nous as décrit et les thématiques abordées montrent une angoisse terrible quand même. C'est particulier. Donc, donc forcément, en fait, tout ça, c'est lié après ses choix. Il a vu presque cette opportunité de frôler la mort en permanence
presque pas comme une libération, mais comme un test pour lui, parce qu'on le sentait angoissé, on le sentait habité Ah bah, par clairement, tout ce oui. qui était Oui, oui, et morbide, par les ténèbres. puis Donc il a dû sentir cette ah, proximité avec les ténèbres comme quelque chose d'assez particulier, lui. Je ne sais pas s'il a oui, écrit pendant la guerre ou non, mais ça doit être intéressant. Et j'avais une autre question. Est-ce que oui. le fait qu'il n'ait pas du sérail littéraire à la base, est-ce que ça rend sa lecture parfois un peu brouillonne ou non? C'est quand même fluide à lire. Et est-ce qu'il y a une traduction, une édition française que tu conseilles Alors est-ce qu'on moi, le trouve facilement aujourd'hui? alors aujourd'hui, pour avoir des enfin, je sais que ça fait longtemps qu'il est traduit en français. Ces dernières années, le plus facile, ce sont les éditions Terre de Brume Oui, qui font des d'accord. jolies éditions. Oui. Après, sur le style, indéniablement, je disais tout à l'heure que le Pays de la Nuit a un style volontairement archaïque. Ça se ressent, ça se ressent. Donc voilà, il faut l'accepter. Des ouvrages comme les Pirates fantômes, étant donné qu'ils sont parsemés de termes nautiques sur les typologies de manœuvres effectuées, sur les différentes parties d'un clipper, d'un bateau à voile, forcément, ça nourrit énormément, quitte à l'alourdir un petit peu, mais dès qu'on arrive à se familiariser avec, ça passe, ça pose plus du tout de problème. Mais la maison au bord du monde, pour moi, c'est ce qui se lit le plus facilement, le plus aisément. Et Karnaki aussi. Karnaki se lit très bien parce que dans Karnaki, il y avait une volonté d'en faire un peu un personnage un peu populaire, tu vois, qui puisse facilement Hmm, être je approprié vois. par les lecteurs. Donc Ok. s'il a pas de... Oui, il a un style qui peut être un petit peu marqué par moment. Bon, voilà. Mais Bon, tant en que ça se lit, oui, comparaison d'accord. de la propos... Ah oui, ça se lit Hmm. sans problème. Mais en comparaison de la proposition qui est faite derrière, c'est largement Hmm. faisable, quoi. Et oui, voilà, bah, oui, comme je le disais, Hodgson, il est mort en 1918 et il a fallu attendre presque 30 ans avant que le public ne redécouvre ses œuvres parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est Auguste Derleth, l'exécuteur testamentaire de Lovecraft, un des fondateurs de la maison d'édition Arkham House, qui a vraiment remis au goût du jour cet auteur 30 ans après. Et depuis, voilà, on arrive assez facilement à le trouver. Voilà, moi, Bah, c'était bah, merci mes parce que moi recos. ça, je ne le connaissais pas du tout avant que tu m'en parles là pour préparer l'émission et bah, je vais essayer l'une des trois œuvres dont tu as parlé. Donc je pense que je vais commencer par celle sur la maison là, elle me tente bien celle-là. Celle-ci me tente Ouais. bien. Je pense que l'ambiance doit être assez fascinante. Ah oui, oui, c'est Non, non, vraiment, non, c'est vraiment je pense que je prenant. vais commencer par celle-ci. Donc merci beaucoup et je crois qu'on a fait bah, déjà une belle première présentation de la littérature fantastique. Que ce Oui, on soit a. par la littérature peut-être classique, fantastique, et puis la littérature plus ténébreuse, mais en même temps, c'est plutôt contemporain à Google, Maupassant, c'est aussi les angoisses de ce temps. Et c'est très Ah oui. intéressant qu'il ait fait ensuite ce premier conflit mondial. Non, je trouve ça passionnant parce que du coup, c'est aussi lié, et ces angoisses qui existaient, elles étaient aussi dans cette époque un peu d'entre-deux. Et pour une prochaine émission, ça serait intéressant. Je sais pas si ça existe, et là je dis ça comme ça, je réfléchis à haute voix, mais ça serait intéressant de se pencher sur peut-être la littérature fantastique qui a émergé de la génération de la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'on pourrait trouver des trucs intéressants d'angoisse, parce qu'il y en a eu des traumatismes qui ont émergé de ce Mhm. conflit. Est-ce que au contraire les gens ont voulu, comme tu as cité André Breton tout à l'heure, peut-être sortir de ces angoisses et partir dans quelque chose de complètement loufoque, ou est-ce qu'on trouve aussi de la littérature fantastique dans l'entre-deux-guerres qui font rejaillir ces angoisses-là? Voilà, c'est un peu un petit devoir de vacances que je nous donne pour la prochaine émission, aller chercher les choses Bah, connues et ténébreuses, quoi. sur l'entre-deux-guerres, alors je fais un peu de teasing, mais si on parle sur l'entre-deux-guerres et la littérature fantastique, il faudra qu'on commence à parler peut-être des pulps Hmm. américains qui sont apparus à cette époque-là et qui ont été un vecteur de, de diffusion du genre fantastique et de nouveaux genres littéraires aux États-Unis.
hein, Mhm. après. Et puis j'imagine qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, il doit y avoir des pendants, oui. Mais Je sais pas du on tout. peut C'est pour ça, moi, j'ai dit ça comme ça, mais je vais chercher ça. C'est intéressant. J'y ai pensé là pendant que tu parlais tout à l'heure du tien, donc ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a eu après ça. Parce que franchement, vu ce qu'on a eu avant, c'est déjà fort. Donc, ce que tu nous as yes. dit là, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, tu sens, on est quand même il y a plus d'un siècle, et il avait une imagination folle, c'est incroyable. Donc, Oui, et de oui, toute tout à façon, enfin, fait. les gens réduisent peut-être la science-fiction et l'horreur et ce genre de littérature aux 50 dernières années. Mais je rappelle que Cyrano de Bergerac, il écrit son histoire des empires de la Lune et du Soleil au XVIIIe siècle. Et elle est déjà assez folle, cette histoire. Donc, ouais, mais c'est bien de rappeler comme ça qu'on a eu de tels récits à la fin du 19e, au début du 20e. Donc, Ouais, merci je à suis toi en tout cas. entièrement d'accord avec toi. C'était très intéressant. Bah, merci à toi aussi pour ces recos. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une suite. Là, on commence à avoir quelques Oui. pistes d'idées. Et puis Et ben, Lovecraft, moi, ce serait. Et puis Lovecraft, ah bah oui, évidemment, hein, il faudra évidemment. qu'on Enfin, qu'on fasse fasse que. un épisode spécial sur Lovecraft. Oui, 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 je pense Il qu'il y a faudra un tant à épisode dire, hein. spécial. Oui, 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 complètement. Bon, ben écoute, je te laisse conclure, mais merci. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Donc, merci beaucoup pour cette première collaboration et pour ce premier véritable épisode du podcast du collectif, parce qu'on avait eu cet épisode collectif, mais là, c'est pour moi le premier épisode en tant que tel de ce nouveau podcast. Le premier enregistré en date. On verra sur la date de diffusion. Non, le On premier que je verra. fais, que je fais, pas le Ah, que premier, tu fais, d'accord. le premier que je fais, voilà, c'est ça. Et je trouve ça très intéressant, donc ça donne envie d'en Mais faire avec moi d'autres, aussi, etc. aussi. j'ai beaucoup aimé la formule. Bon, Ça me ferait plaisir qu'on refasse ça tous les deux, voire peut-être avec d'autres personnes en plus. bah, On sur verra. Lovecraft, je pense qu'il y en a qui pourraient être intéressés, oui. Donc ça pourrait être intéressant d'ouvrir, on verra, ouais. Chers auditeurs, chères auditrices, bah écoutez, nous espérons que ce format vous a plu. On espère que ça vous a donné envie de découvrir des nouvelles œuvres dont vous aviez peut-être déjà entendu parler, mais sans avoir eu l'opportunité de les lire, ou bien même parce que ça vous a fait découvrir des nouvelles choses, auquel cas on en serait vraiment ravis. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du collectif avec Adrien et moi et peut-être d'autres personnes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Adrien, je te dis à bientôt. Salut! Merci à toi, au revoir à tout le monde.